Kinshasa en mode Zindebal. Nous sommes avec le professeur Jacques Njoli. Il est le premier vice-président de la CENI et on peut le présenter comme le meilleur défenseur de cette équipe de 7 membres qui ont eu en charge d'organiser les dernières élections au Congo-Kinshasa. Et Jacques Njoli nous reçoit dans son bureau. Bonjour professeur. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous demander où en est le processus électoral après le communiqué de votre rapporteur qui annonçait une sorte de suspension de tout le processus que vous conduisez depuis un certain temps au nom de la CENI? Merci beaucoup. Vous savez, un processus électoral, c'est un processus complexe qui comprend des aspects techniques, des aspects logistiques, des aspects éducationnels, des aspects opérationnels, mais aussi il y a une forte dimension politique. Nous avons publié un calendrier. Et ce calendrier a été suspendu d'abord par le bureau, parce qu'il était d'abord important que nous puissions faire l'exercice de reddition de comptes au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous savions qu'à l'issue de ces débats, il allait y avoir des recommandations. Donc ces recommandations sont venues dans le sens que nous avons nous-mêmes initié, à savoir surseoir à l'application du calendrier, de manière à intégrer toutes les recommandations qui ont été, n'est-ce pas, faites par l'Assemblée nationale, dans la mesure où celles-ci doivent, n'est-ce pas, intégrer les questions constitutionnelles et légales qu'impose tout processus électoral. Vous étiez à l'aise, j'imagine, pour passer devant les élus du peuple. Vous avez joué d'ailleurs un tandem intéressant, le pasteur Mulunda attaquant, vous défenseur. Comment fonctionne ce tandem-là? Non, il ne s'agit pas d'un tandem, il s'agit tout simplement de rendre compte, chacun dans sa tonalité d'ailleurs, les questions qui m'ont été confiées, c'était des questions qui relèvent de ma compétence, à savoir les questions contentieuses et les questions litigieuses, donc les questions relatives aux violences, les questions relatives aux irrégularités et des questions relatives aux perspectives légales, donc sur la révision du texte. Donc voilà, mais c'était une communication qui engageait l'ensemble du bureau, parce que l'objectif c'était de faire le rapport d'évaluation des activités annuelles, année qui a coïncidé avec le premier cycle, la première phase de ces cycles électoraux, à savoir les élections présidentielles et législatives. Comme vous le savez, on était au centre et reste encore au centre des préoccupations nationales, voire même internationales aujourd'hui. Alors, vous avez une belle salle qui s'appelle salle du 28 novembre. Vous avez relevé ce défi d'organiser ces élections le 28 novembre. Est-ce qu'avec le recul, vous n'aurez pas dû changer de date? Je crois que nous l'avons toujours dit, techniquement, cette date-là était difficile à tenir. Et j'étais le premier à le dire. Vous pouvez demander aux amis qui étaient à Bruxelles avec moi. Il fallait absolument, techniquement, il aurait fallu disposer beaucoup plus de temps. Mais comme je vous ai dit, la question électorale a une forte dimension politique. Le calendrier politique a été tellement déterminant que nous étions placés dans l'obligation d'organiser absolument les élections avant le 6 décembre. Faute de quoi, compte tenu de déclarations des uns et des autres, la classe politique, on devait aller dans un vide. Donc, le mandat du président en exercice s'est terminé le 6 décembre. Personne n'acceptait que la CENI puisse proclamer les résultats au-delà de cette date. Et pour nous, nous devions, n'est-ce pas, aller dans ce sens. Or, dans ces délais très courts de 7 mois,
je dirais même 4, parce que le dernier texte, la loi du 17 août portant répartition des sièges, est sorti le 17 août. Et c'est à partir de cette date-là que nous pouvions commencer à recevoir les candidatures. Et nous avons commencé à recevoir les candidatures le 18 août. Et nous en avons eu des candidatures. Et ça s'est terminé pratiquement le 30 septembre. Et pendant le mois d'août, il fallait commencer à monter le bulletin. Et ça ne se faisait pas ici sur place. On est allé donc en Afrique du Sud, où il fallait, n'est-ce pas, avoir plus ou moins 70 millions de bulletins. Ce qui nous donnait un tonnage presque de 5000 tonnes qu'il fallait transporter de l'Afrique du Sud et dispatcher sur l'ensemble du territoire. Donc le délai a été un facteur déstructurant du processus et ça a désarticulé l'ensemble du fonctionnement. Mais à l'arrivée, nous avons pu tenir la date du 28 novembre, comme vous avez vu dans la salle, et nous avons pu proclamer les résultats du présidentiel le 9, et après nous avons proclamé les résultats du présidentiel, des législatifs. Donc maintenant, il faut tirer les leçons, parce qu'une élection ne se prépare pas en 3 mois, 4 mois, c'est un cycle. Donc quand on arrive en 2011, et qu'aujourd'hui nous sommes en 2012, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer les élections de 2016. D'où notre inquiétude, quand vous parlez de suspendre, alors nous avons lu quelques-unes de ces recommandations, on a l'impression qu'on revient un peu au point de départ. Je me souviens des échanges épiques entre l'opposition et la majorité avant ces élections, notamment remettant en question le problème de l'audit, audit du fichier électoral, toutes ces questions-là, vous n'avez pas l'impression de revenir au point de départ? Malheureusement, votre analyse est vraie, parce que nous avons effectivement reçu des recommandations. Nous sommes respectueux de la souveraineté, de la centralité du Parlement dans l'articulation de notre système politique, mais il y a aussi des aspects techniques qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, nous avons au départ commencé par dire nous voulons organiser les élections au mois de janvier 2013, et dans notre calendrier nous avons prévu de les organiser au mois de mars 2013, dans la perspective de tenir les élections municipales et locales. Et vous vivez en Europe, vous connaissez l'importance de la démocratie locale dans la consolidation de la démocratie globale. En 2006, le processus est resté inachevé. Nous ne sommes pas allés vers la démocratie locale. Et là, en 2011, nous sommes maintenant en 2012, tous ces glissements, toutes ces discussions techniques, politiques, qui n'entrent pas dans un chronogramme clair, risquent encore de nous amener à postposer des élections provinciales, partant à créer un problème de symétrie de légitimité institutionnelle entre les sénateurs qui ont aujourd'hui une robe totalement décolorée, les gouverneurs de province, les assemblées provinciales, mais surtout les élections locales. Donc nous venons de recevoir le courrier du Parlement. Nous allons rencontrer le bureau du Parlement ainsi que les autres institutions pour que dans un dialogue serein, qu'on puisse voir concrètement comment on planifie toutes ces questions et comment politiquement on assume tout ce qui doit arriver. Vous savez, la révision d'une loi organique, la mise en place de structures ou des personnes devant animer la structure restructurée, la révision de la loi électorale, ça prend du temps. Là, nous sommes au mois de juillet. Dans moins de 4 jours, la session extraordinaire va se terminer. Donc, les débats sur la loi ou les lois va avoir donc lieu à la session
dès septembre. En octobre, nous avons la francophonie. Et cette session de septembre, c'est une session, n'est-ce pas, budgétaire. Si on prend 3 mois, donc nous pouvons dire que ces lois pourront venir au mois de décembre. La mise en place des institutions pourra avoir lieu donc début décembre. Nous espérons que dans une approche à la fois réaliste, mais qui prend quand même en compte toute cette recommandation visant à redécrédibiliser notre processus, tous ces paramètres seront mis en place et nous permettront, n'est-ce pas, d'avoir un processus électoral pertinent, conséquent, mais aussi réaliste. Alors vos détracteurs vous ont reproché une certaine arrogance, un manque d'écoute. Là vous parlez d'un dialogue serein. Qu'est-ce qui va être mis en place pour rassurer les uns les autres que vous êtes dans cette disposition? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Arrogance, je ne sais pas, mais malentendu, il y en a eu beaucoup. Le premier malentendu, c'est d'abord les contextes constitutionnels du déploiement de notre processus. Avec cette date du 6 décembre qui était comme une épée de Damoclès. D'abord, la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle est venue au cours de l'année des élections. Vous savez, lorsqu'on change de règles du jeu alors que le jeu a commencé, il y a des crispations. Donc nous avons hérité d'un environnement politique très hérissé, très tendu. Il faut aussi noter que pendant 4 ans, il n'y a jamais eu de contact entre la majorité et l'opposition, un contact serein. Donc la démocratie de 2006 a laissé 2 camps totalement en confrontation qui commence d'ailleurs avec l'arrestation de Jean-Pierre Bemba. Et pendant 4 ans, on n'a pas eu à créer le premier chantier pour moi, qui était le chantier de la réconciliation. Finalement, on arrive en 2010, les débats commencent sur la loi. Alors que le texte, un autre malentendu, la Constitution prévoyait que dès l'installation du Parlement, la CI devait disparaître. Mais ça a été ressuscité par un arrêt de la Cour. Donc, la CI a fonctionné par défi vis-à-vis de la classe politique. De sorte qu'on ne voulait même pas entendre parler de son calendrier. Et finalement, malentendu constitutionnel, malentendu institutionnel, la mise en place de l'institution qui vient en retard et qui vient dans un contexte aussi heurteux. L'opposition n'accepte pas les candidats issus de l'opposition et l'opposition met en doute l'indépendance des candidats de la majorité. Et de sorte que finalement ça a été un compromis bancal obtenu sous le feu de la révision constitutionnelle. Donc, difficulté institutionnelle de la mise en place des institutions et retard dans cette mise en place. Après, il y a des retards dans le calendrier d'adoption des textes. Vous imaginez cet anachronisme où la loi électorale est adoptée après que le processus électoral est démarré. Donc, la loi électorale viendra en juillet 2011 et la répartition des sièges en août 2011 et le reste va suivre. Donc ces chronogrammes serrés va aussi, comme je l'ai dit, désarticuler les processus. Donc il faut tirer toutes ces leçons pour voir maintenant comment on aborde de manière holistique la mise en place d'un système politique démocratique serein. Et à ce moment-là, les élections ne sont qu'un segment. Mais la vue doit être la construction d'un état de droit démocratique qui prend en compte tous les paramètres, le paramètre politique, le paramètre
administratifs, les paramètres sécuritaires et partant aussi les paramètres électoraux. Si on intègre tout cela, on aura alors des processus électoraux moins heurtés tels que celui que nous venons d'avoir. Mais est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, le Congo ne dispose pas de compétences pour que la population ait en fait confiance en son système électoral? Parce que c'est vrai qu'avec ce que vous venez de décrire, tout est géré dans cette optique d'une opposition très heurtée. La réconciliation que vous avez évoquée, peut-être elle a essayé d'être réconciliation mise en place avant les élections, mais nous sommes repartis avec ces contestations. Il n'y a qu'à voir comment ça traîne au niveau de la mise en place du porte-parole de l'opposition. Vous, en tant qu'observateur, je signale quand même que vous êtes vice-président issu de l'opposition. Avez-vous un message particulier envers cette opposition? D'autant plus que souvent, à tort ou à raison, on dit que ceux de la diaspora sont du côté de l'opposition. Non, on va parler de la diaspora. Je n'ai pas de message particulier, mais ce qui est sûr, et vous êtes mieux placé pour le savoir, parce que vous êtes dans le pays de vieille démocratie, on ne peut avoir un système politique démocratique si vous n'avez pas de forces politiques démocratiques organisées. Donc, de partis forts, structurés, véhiculant une idéologie claire et une vision de parti de gouvernement. Et une opposition aussi, pétrie aux valeurs républicaines, organisée. Et ce sont les deux forces qui vont alors faire animer la vie politique. Mais si vous avez une majorité qui ne véhicule pas totalement les valeurs républicaines, mais qui est focalisée sur la conquête et la conservation par toutes les voies de droit ou de fait à conserver le pouvoir. Et que si par contre vous n'avez pas une opposition qui se donne les outils stratégiques et techniques pour devenir soit l'alternance ou l'alternative, ben vous avez un système politique qui est très faible. Et une démocratie fragile, dans un état fragile, qui peut vous amener soit à une démocratie de basse qualité, soit à une démocratie qui ne serait qu'une démocratie de façade, qui peut alors laisser lieu à l'émergence de courants de violence plus ou moins maîtrisables ou non maîtrisables. Vous avez vu le cas du Mali où, à quelques mois des élections, il y a une rébellion qui arrive et puis un coup d'État. Et finalement, la démocratie, on n'en parle même pas parce qu'il faut d'abord retrouver l'espace physique du Mali. C'est tout cela qui pose des problèmes de la construction de démocratie dans les États post-conflit. Donc, il faut des oppositions qui ont des visions, qui ont des stratégies. Lorsque un partenaire vous impose un jeu à un tour, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en ordre dispersé ou bien vous créez une grande dynamique qui se réveille comme une vraie alternative. Une réponse. Voilà. Mais si vous n'avez pas une réponse adéquate, les conséquences sont là. Mais si je vous comprends bien, professeur, vous voulez dire en fait, en même temps que la CENI va se reformer, se restructurer, il faudrait que les forces politiques aussi en profitent pour se restructurer et retrouver vraiment les amis de la démocratie. Donc, en ce qui concerne la CENI, je peux vous rassurer que c'est un impératif d'avoir un organe de gestion électorale compétent, professionnel, indépendant. Hein, donc, au-delà de ma personne, je peux vous dire que je n'ai pas de fixation particulière là-dessus. Donc, il faudra que nous puissions nous donner un organe qui puisse faire les consensus. Mais encore, est-ce que je suis enseignant de droit constitutionnel congolais, l'histoire politique des 50 ans du Congo nous donne rarement de moments de consensus institutionnel. Depuis la loi fondamentale, qui était pourtant un texte belge,
Kasavubu et Lumumba se sont tiraillés autour de l'interprétation des dispositions de la Constitution. Ça nous a amené à une situation de confusion jusqu'à un coup d'État. En 67, la loi fondamentale était même violée avant qu'elle soit mise en application. C'est de Louabourg. De Louabourg, déjà, ça n'a pas été appliqué parce qu'il n'y a jamais eu un consensus entre les fédéralistes et les unitaristes. Alors, après, nous avons eu un régime monopartisan, monolithique très fort, qui a fonctionné pendant 35 ans, donc qui excluait un dialogue avec les autres. Et puis, la transition a été très heurtée de 90 jusqu'en 97. Et la transition va échouer dans une guerre dite de libération avec l'AFDEL, qui était donc un conglomérat de forces issues de l'interne et de forces extérieures. Alors, à partir de là, nous sommes allés en guerre. Et le pays a été fragmenté en principauté et en républiquette. Finalement, nous n'avons pu nous retrouver à Sun City, où sous la poussée de la communauté internationale, nous allons avoir un système 1+4 qui n'a pu fonctionner que grâce au CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition. Et cette transition a été émaillée de beaucoup de problèmes, mais on est quand même parti aux élections. Mais déjà, le référendum a été boycotté par une partie importante de l'opposition. Donc, le texte constitutionnel lui-même n'a pas fait l'unanimité. Nous sommes allés aux élections, il y a une partie de l'opposition qui a refusé d'aller à l'opposition. Le système électoral de 2 tours a permis quand même une certaine bipolarisation, mais très rapidement, Jean-Pierre Bemba a été arrêté et l'opposition n'a pas su assumer une unité. Donc on n'a pas pu désigner un porte-parole. Donc on n'est jamais tombé d'accord. La majorité, par contre, a fonctionné comme une force magmatique autour du président Kabila, mais il n'y avait aucune idéologie sérieuse, parce que lorsque les Mobutistes, les Kabilistes, les Kizenguistes se retrouvent, ça pose quand même un problème de melting pot dans la dynamique qui construit le jeu politique. Donc c'était une majorité de pouvoir et non une majorité idéologique. Et moi, je crois à la force de l'idéologie. Quand il n'y a pas d'idéologie, je vois mal comment un système peut avancer. Donc, après, nous avons eu les 2e élections qui sont là. Il y a nécessité, donc, pour moi, de se poser les questions essentielles pour la fonctionnalité cohérente de notre système politique, pour qu'il puisse donner des vertus susceptibles d'enclencher les développements. Et ça pose un problème, n'est-ce pas, de la qualité de notre classe politique. Et c'est ça le vrai problème. Quand vous avez 19 000 candidats aux élections législatives, avec 450 partis politiques, vous pouvez vous demander quelle est la logique qui sous-tend cette effervescence. Est-ce que l'amour du pays, ou ce ne sont pas des positionnements néo-patrimoniaux, je dirais alimentaires, pour se retrouver dans un système qui peut vous offrir un minimum de survie. Et à ce moment-là, le système est totalement, comme on dit, déglingué, parce que c'est des systèmes de, comme on dit, vie ou mort, où je suis élu, ou c'est la mort. Avec un tel débat, le système électoral ne peut être que bousculé. Donc il faut assainir l'environnement politique, et ça passe par l'intériorisation de valeurs républicaines. C'est-à-dire que les acteurs politiques doivent se considérer comme tout simplement des adversaires vendant chacun un projet. Mais lorsqu'il n'y a pas un débat programmatique, c'est un débat de survie personnelle, le système électoral va avoir des problèmes. Donc il y a des lieux sur lesquels il faut agir, y compris l'organe de gestion des élections. Et, vous savez, ailleurs, c'est le ministère de l'administration du territoire qui le fait, de l'intérieur. Pourquoi on a créé des ONG chez nous? Jusqu'où on va y aller? Est-ce qu'il faut
continuer à mettre les politiques là-dedans? Faut-il aller chercher la société civile? Est-ce que cette société civile existe? Est-ce que ce n'est pas un vivier des politiciens ou un centre de reclassement des politiciens malheureux? Et tout cela, il faut voir pour, n'est-ce pas, nous donner les moyens de l'émergence d'une gouvernance démocratique efficace et crédible. Pour terminer, professeur Jacques Joly, on a l'habitude de dire que en fait, la CENI s'est installée à l'emplacement de l'ancienne Banque du Peuple et il y aurait beaucoup d'argent ici et chacun veut venir ici. Alors, le mandat de la CENI, de votre équipe, vous êtes de ce bureau, il faut vraiment nous éclaircir là-dessus. Vous êtes désigné pour combien de temps et quelles sont les conditions de révision ou de recomposition de cette équipe? Ben, effectivement, nous sommes installés dans les bâtiments de l'ancienne Banque du Peuple. Et les élections, comme la démocratie, on dit, n'a pas de prix, mais les élections ont un coût. Et effectivement, quand on voit le budget d'un processus électoral comme le nôtre, sur le 3 cycles, c'est 1 milliard de dollars. Et en 2006, on avait dépensé pas moins de 600 millions. Là, pour les 2 élections, nous venons de dépenser 350 millions. C'est donc un flux énorme d'argent, mais qu'il faut encadrer par des règles rigides de gestion. Mais aussi une reddition des comptes. Et moi, je suis heureux qu'il ait été demandé que la Cour des comptes, parce que c'est prévu dans les textes, puisse auditer les comptes de la CENI. C'est très important pour la gouvernance, la bonne gouvernance. Donc, alors, cet argent peut faire fantasmer les uns et les autres. Ça, c'est pas le problème. Alors, en ce qui concerne le mandat de la CENI, en principe, dans la loi organique, c'était un mandat de 6 ans. Nous venons de passer 1 année, mais la loi n'est pas soclée avec une clause d'éternité. Hein, donc, il y a la révision de la loi qui peut être faite. On peut réduire le mandat à 2 ans ou on peut changer la composition. Personnellement, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, mais ça c'est la souveraineté du législateur. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'un processus électoral est un processus normé. Ça doit se faire par des lois. Il y a une commission qui a été mise en place suivant un texte. Si on estime que le texte n'est pas conséquent, cohérent, on révise les textes et puis on avance. Mais tout ça, il faut aussi prendre en compte, comme on s'est dit, les questions de temps. Mais à titre personnel, je ne suis pas un fonctionnaire carriériste de la CENI. Je suis venu pour un devoir. On m'a désigné, j'ai fait les devoirs. Il y a eu certainement des faiblesses ou des déceptions que j'assume et pour lesquelles je demande la compréhension des uns et des autres. Mais on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Les temps d'apprentissage, les temps d'exécution et parfois aussi tout cet environnement, on a essayé de faire et le reste c'est à l'histoire de juger ce qui a été fait, mais on a pu quand même à notre modeste avis sauver ces pays du vide parce que beaucoup de gens croyaient que ces élections allaient aboutir essentiellement à une guerre et il y avait, vous êtes quinois, des mouvements de population vers les pays voisins, il y a des missions internationales qui ont fait partie des personnels non essentiels, d'autres ont préparé de caves ou de morgues, mais par la grâce de Dieu, la maternité de ces peuples, nous sommes parvenus à passer cette étape. C'est vrai qu'il y a eu des faiblesses. Je crois qu'une élection, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un événement,
c'est un processus, c'est une expérience qui a commencé avec la première élection en 2006, organisée par la communauté internationale, financée par elle, et celle-ci en 2011, financée par le gouvernement congolais et organisée par un management national. Ça présente des faiblesses. Il faut maintenant se donner les moyens pour que la suite du processus se fasse avec moins de casse. En tout cas, on attend la suite du processus. Juste une question, si la prochaine fois, ça tombe le 28 novembre, est-ce que vous gardez cette date? Non, je crois que les ateliers que nous avons eus ont été clairs dans l'évaluation. Désormais, il faut faire prévaloir les critères techniques et opérationnels pour élaborer des calendriers réalistes et calendriers élaborés avec la concertation sereine de tous les acteurs politiques, de la société civile et de la communauté internationale. De sorte que dans cette forme de co-responsabilité, de consensus, nous puissions progresser de manière sereine. Mais encore une fois, il faudra que nous tous nous soyons disposés à avancer dans une vue démocratique. S'il y a les gens qui ne veulent pas des élections ou qui veulent arrêter par des courts-circuits ou d'autres qui ne croient pas aux ces élections comme mode d'accès au pouvoir ou comme mode ou ceux qui ne croient pas à l'alternance, eh bien, c'est difficile d'avancer. D'où les critères fondamentaux pour une bonne élection, c'est d'abord les dispositions des acteurs politiques. Et c'est eux qui vont nous donner la sérénité pour, n'est-ce pas, piloter un processus calme et serein. Merci, Jacques Joly. Merci beaucoup, Radio Manguembo.